Bonjour, on est en direct sur le Facebook Live du magazine 30 millions d'amis et l'Insta Live du magazine 30 millions d'amis. Aujourd'hui, c'est le deuxième Facebook Live de la rédaction. Il y a un petit problème. J'allais dire, je le voyais mouliner, j'osais rien. Voilà, hop, c'est bon. Voilà. Excusez-nous, c'est le direct. Donc aujourd'hui, c'est donc le deuxième Facebook Live et Insta Live du magazine 30 millions d'amis autour des métiers au contact des animaux. Ce deuxième Facebook Live, en fait, il sera consacré à une partie des métiers au contact des animaux. Donc, il figure dans ce numéro qui est actuellement en kiosque, où on aborde 50 métiers au contact des animaux. Les métiers dont on va parler aujourd'hui, c'est les métiers des services et de l'élevage. Donc, ces métiers, ça peut être, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être toiletteur, éleveur, canin et félin, éducateur, canin ou félin, dog ou cat sitter, c'est celui qui vient garder votre chien chez vous ou qui le garde chez lui, promeneur de chiens, pensionneur, vendeur en animalerie, handler, community manager, enfin il y a plein de métiers comme ça autour de ce secteur. Donc on va peut-être attendre un petit peu pour savoir s'il y a du monde qui nous écoute. Je demande à... Ça mouline. Alors moi je le vois, je vais me rapprocher pour savoir. Bon, on va encore attendre un tout petit peu. Ça commence à monter. Donc, 17 personnes. Ouais. Donc voilà, donc dès qu'on sera un petit peu plus nombreux, on va démarrer. Alors, simplement pour que vous sachiez, on a avec nous aujourd'hui Anne-Marie Lerueil, qui est présidente du SNPCC. Donc, Anne-Marie va nous expliquer en quoi ça consiste. J'attends juste le feu vert pour savoir si on démarre vraiment. Pour vous, c'est bon? Je suis en direct, mais comme j'ai dû me déconnecter de mon profil Facebook, je peux pas voir les commentaires. Je vois que tu es en direct. Bon, je pense qu'on va démarrer quand même. Moi, ce que je vois sur mon ordinateur, c'est qu'on est pas mal. Vous êtes 18. Voilà. Bon, alors voilà, ça va faire venir tout le monde. On va commencer. Donc, bonjour Anne-Marie Lerueil. Merci de vous joindre à nous. C'est quand même notre deuxième Facebook Live, donc c'est quand même une expérience inédite quand même. Y compris pour moi. Voilà. Donc, alors, le SNPCC, c'est quoi exactement? Alors, syndicat national des professions du chien et du chat. C'est l'organisation professionnelle qui représente les métiers du chien et du chat, donc les métiers dits de service, les toiletteurs, les éducateurs canins, les pensionneurs et les éleveurs de chiens et chats. Tous les métiers sauf les animaleries. Nous ne représentons pas les animaleries. D'accord. Voilà. Donc, vendeur en animalerie, ça c'est vous pas chez nous. pas. D'accord. Ok. Donc, vous connaissez bien la filière, vous connaissez bien les formations, vous connaissez bien les débouchés, vous connaissez bien les salaires. Oui. Donc, on vous invite, amis Facebookiens et Instagrammeurs, à nous poser toutes vos questions, à poser à Anne-Marie Lerueil toutes vos questions. Si vous voulez connaître comment devenir éleveur, combien ça gagne, où il faut se former. Donc, on répondra à vos questions. En attendant, vous allez répondre à mes questions. Et donc, déjà, combien d'emplois ça représente en fait le secteur des services et de l'élevage dans les métiers animaliers? Alors, c'est un peu compliqué à quantifier, d'abord parce qu'il y a plusieurs métiers. Ce sont des métiers qui sont très récents, puisque le premier diplôme remonte à 1984, c'était le diplôme d'éleveur canin. Seulement canin à l'époque. Ce sont des métiers jeunes. Tout à fait. Donc c'est vraiment très récent. Donc on est un peu les professions sont en train de se structurer. Donc ça veut dire qu'avant c'était que du secteur de l'amateurisme, on va dire. C'est que des amateurs qui élevaient des chiens, des chats. Tout à fait. On les avait toiletteurs, surtout. pareil. Alors non, les toiletteurs, non. Les toiletteurs, la première certification, c'est un CFA à Marmande et un autre à Mulhouse qui l'ont mise en place, mais c'était pas encadré par la profession à l'époque. D'accord. Là aussi, chez les toiletteurs, c'est assez récent, ça remonte à une dizaine d'années maintenant. Et donc, généralement, est-ce que c'est un secteur qui recrute? C'est un secteur qui recrute progressivement, d'abord parce qu'il y a un engouement, c'est pas un engouement de l'animal de compagnie. Je vais reprendre mon propos, c'est surtout que les gens ont un rapport à l'animal de compagnie qui évolue aujourd'hui. Et donc, effectivement,
à partir du moment où il évolue, ils le mettent plus en pension, ils vont plus chez un toiletteur, ils sont plus en contact avec des éducateurs canins professionnels. Donc effectivement, tout ça, ça se structure et les gens sont dans l'attente d'autres besoins. En fait, on s'occupe, entre guillemets, un petit peu plus de notre animal, donc on a besoin de professionnels Tout à fait. pour leur apporter ces soins-là, que ce soit l'éducation ou du toilettage, comme vous Tout expliquez. à fait, c'est l'idée. Voilà. C'est l'idée, effectivement. Il y a plus de chiens qu'avant quand même, ou non, pas plus? Non, pas plus. On se rend compte par contre qu'il y a plus de ventes chez les éleveurs professionnels. On l'a vu, on va en reparler tout à l'heure par rapport à la période Covid. Mais non, c'est quelque chose qui se structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un métier, quoi. C'est un métier. C'est un métier. Ça n'enlève pas le côté passion, hein, attention. Hein. Mhm. Je relativise toujours. Je ne veux surtout pas opposer d'ailleurs les genres. C'est un métier passion. C'est un métier passion. Mais... Ce que vous m'expliquez tout à l'heure, il faut aimer les chiens quand même, et ça suffit pas. Ah non, ça suffit pas. S'il suffisait d'aimer les chiens ou les chats pour faire ces métiers-là, effectivement, nous serions très nombreux. Et pourquoi ça suffit pas? Parce qu'il faut aller au-delà. On est à 200% sur nos animaux de compagnie quand on fait ces métiers-là. C'est un choix de vie. Et ça se ressent, ça se vit. Quand vous avez un chien ou un chat dans un foyer, vous en avez un, vous en avez deux, vous vous occupez de un ou deux. Mais quand c'est votre métier, quand vous êtes toiletteur, vous voyez passer 6, 7, 8 animaux dans la journée. Quand vous êtes pensionneur, ou des vacances, quand vous n'êtes pas en période Covid, il y a du monde à s'occuper. Et quand vous êtes éleveur, eh bien la chienne, elle met bas la nuit en général, parce que comme ça, c'est beaucoup plus tranquille. Donc on n'est même pas sur du 7 sur 7. Il faudrait inventer une Xème journée, quoi, souvent dans le métier. C'est un métier qui dépasse simplement la sphère professionnelle. Tout à fait. Ça envahit la sphère familiale, intime. Complètement. Voilà. Complètement. C'est un métier, c'est vrai qu'on dit toujours c'est un métier passion, mais je connais plein d'autres métiers qui sont des métiers de passion. Beaucoup de métiers de l'artisanat sont des métiers passion. Mais pour moi, ça va vraiment au-delà de. Et puis aussi, c'est un métier où il faut des connaissances quand même. C'est pas parce qu'on aime les chiens qu'on peut élever des chiens, faire naître des chiens. On va dire donner les premiers pas de l'éducation canine. C'est aussi un secteur de sachant, il faut quand même savoir le faire. Et c'est toute l'importance de la formation. C'est toute l'importance de la formation. Et quand on disait tout à l'heure que la première formation remonte à 1984, si on parle aussi on a parlé des éleveurs, des toiletteurs, mais les éducateurs, la première certification, elle remonte à 2003 seulement. Ah oui. C'est nous qui l'avons demandé. Ouais. En fait, on a été vraiment précurseurs, notre organisation professionnelle a été précurseur dans tous les métiers en termes de certification. Et justement, donc l'éducation canine, on n'avait pas prévu de l'aborder si tôt, mais l'éducation canine, pourquoi c'est un métier qui a émergé alors que des chiens, on les a éduqués de tout temps? Pourquoi ça a émergé? Alors, j'allais dire, quand j'ai débuté, c'est horrible de dire quelque chose pareil, mais on avait surtout des dresseurs. Oui. Et donc là, on était sur l'utilisation des qualités naturelles d'un chien en vue de quelque chose. Donc ça peut être les dresseurs de chiens de troupeau, les chiens de chasse, bien sûr, ou les chiens de garde et de défense. Là, on était vraiment dans le dressage. Et puis petit à petit, effectivement, l'éducation canine a percé. Parce qu'on s'est dit, mais il faut apprendre aux gens. Avec la différence, c'est ça avec le dresseur. Le dresseur, il prend le chien et il travaille avec. Là, c'était apprendre. En fait, il dresse le chien, alors que l'éducateur, aujourd'hui, il éduque aussi le maître. C'est surtout le maître, je dirais même, c'est surtout le maître du coup d'ailleurs. Hein, parce que sinon, c'est ce que je disais souvent à mes clients, sinon vous m'emmenez tous chez vous. C'est pas une solution. C'est pas une solution. Peut-être aussi, comme aujourd'hui, le chien, il a envahi, on va dire, d'abord les villes, et puis notre vie quotidienne, peut-être qu'on a besoin aussi d'un chien qui a besoin de plus d'éducation pour mieux se comporter, et surtout nous on a besoin d'avoir un petit peu la connaissance pour pouvoir lui apprendre, voilà, le comprendre, et puis lui permettre de vivre en bonne intelligence et en bonne compagnie avec nous dans un univers qui est principalement urbain. Et disons que les propriétaires d'animaux aussi ont développé cette écoute, cette intégration dans la cellule familiale, cette écoute de l'animal de compagnie, c'est-à-dire que c'est pas juste un chien qui est couché là. Donc il y a un vrai intérêt aussi des propriétaires d'animaux pour aller s'inquiéter finalement de ce que veut le chien ou le chat d'ailleurs qui vit dans la maison ou dans l'appartement. Et c'est là aussi où toute l'éducation canine prend son importance. Quand on a demandé cette certification-là en 2003, il a vraiment fallu se battre pour démontrer qu'il y avait un... Aujourd'hui, ça paraît
simple, presque 20 Ouais. ans après. On se dit, bah, c'est une évidence. Sauf que pour que ce soit une évidence en C'est un 2021, parcours un peu il compliqué. fallait Ouais. 20 ans avant pratiquement dire, non, non, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, une évolution, et il faut qu'on réponde à ce besoin-là. Ok, donc là on va commencer à répondre à des questions. Merci hein, de nous poser toutes ces questions. Il y a plein de questions. Et donc là c'est une question de Vanessa Denis. En fait, Vanessa elle nous a même posé 3 questions. Combien gagne un éleveur professionnel? Est-ce que vous pouvez donner un chiffre? Voilà. On va dire d'abord professionnel, ça veut dire que C'est-à-dire c'est un que, métier, alors, c'est un salaire c'est principal. voilà, c'est ça. Il faut tout. Alors, c'est le sujet qui est toujours délicat à aborder, c'est parce que vous avez des gens qui sont éleveurs professionnels avec 3 ou 4 chiens ou 3 ou 4 chats. Oui. Ça n'enlève pas leur qualité de De professionnel. professionnel. Donc, il faut bien différencier le côté professionnel Du salaire qui du permet salaire, qui est d'ailleurs de la personne qui dit je vais vivre voilà, d'un de revenu ce métier-là, principal. d'avoir un revenu. Voilà, comme vous et moi, on tire notre Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir honte à d'achat de avoir. notre salaire. Exactement. Et donc d'avoir au Voilà. C'est pas un minimum. complément de revenu. Ah non. Et il y en a qui l'ont. Oui, Attention, oui. pour certains c'est le cas. Hein. Mais dans la question qui est posée, Ouais. est-ce que c'est vraiment Voilà. le fait de dire voilà, moi je veux vivre de ce Mm, métier, mm. est-ce que je peux? Il y a 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, c'était compliqué hein, Mhm. de dire ça. Aujourd'hui, les jeunes que l'on accueille en formation, on leur dit oui, allez-y. Et ce sont eux qui nous tirent vers le haut, justement, parce que Mhm. justement, eux, on leur dit, vous allez enfin pouvoir vivre de votre métier. Maintenant, il ne faut pas penser gagner des millions. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'avoir quand même, j'oserais dire, le minimum syndical Voilà, pour pouvoir, vivre. Mais il faut quand même arriver à travailler avec les animaux en bonne intelligence, dans le respect des animaux, et tout en ayant le respect de soi-même aussi, du métier qu'on exerce, et donc de la famille, parce que Oui. c'est une jeune fille, ou une jeune Oui, dame Vanessa, d'ailleurs, ouais. qui nous a écrit, mais voilà, il y a une famille, donc il y a une famille à faire vivre, des enfants peut-être à élever, donc c'est normal qu'on Mais s'intéresse à alors, ça. quand je vous écoute, ça veut dire que quand on est éleveur, en fait, on est à son compte. Hein. Alors, peut pas être salarié. si on peut l'être, ça commence à arriver, des salariés, des jeunes Oui. qui sont issus de nos formations et qui sont salariés dans des structures. Dans un gros Mais élevage. Du coup. Dans Des dans gros élevages. Alors, le gros élevage, J'aime je pas. le mets entre guillemets, j'aime pas d'abord. Ouais. J'aime pas parce que Je sens, hein. ça oppose à petit, puis gros, ça veut Ouais. dire quoi? Encore une fois, ce qui est important, c'est les moyens qu'on va se donner en face. Et moi, j'ai toujours défendu le fait qu'aujourd'hui, les jeunes que l'on forme, leur objectif, c'est d'être comme dans tous les métiers, d'être des salariés, et puis un jour de reprendre nos entreprises, parce qu'il va bien falloir qu'on prenne notre retraite aussi. Et si on veut que nos animaux ils continuent à être dans des structures qui sont correctes, il faut bien qu'on transmette ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité, ce sont quand même des gens qui sont à leur compte. Et dans alors, l'élevage. pour donner une réponse à Vanessa, en moyenne, on va dire, si on est salarié, c'est au minimum le SMIC. Alors non, ça va plus que ça. Alors là, je prends mes notes, voilà. parce que j'ai plus les montants en tête. On laisse, En fait, ce qu'il faut c'est dans comprendre, 30 millions, hein, vous aurez tout ça dans 30 millions d'euros. c'est écrit, hein, et comme c'est moi qui l'ai dit, je vais essayer Voilà. d'être d'accord. Et la source, c'est Anne-Marie, donc... Je vais essayer d'être d'accord avec moi-même. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans les métiers du toilettage, de l'éducation canine ou de l'élevage, ou les agents animaliers par exemple, relèvent de ce qu'on appelle une convention collective. Oui. Et la convention collective, elle fixe le minimum des salaires. De base. Le salaire de base. Et donc un éleveur canin, en fonction du diplôme obtenu, alors vous pouvez gagner plus, hein, mais en fonction du diplôme obtenu, on va dire le diplôme de base. le diplôme de base, c'est 1 592 €. Donc c'est un peu plus que le SMIC. C'est un petit peu plus que le SMIC. Un petit peu plus que le SMIC. Et on peut aller D'accord. jusqu'à 1 713 même, selon le diplôme. Ah oui, donc... Selon si on a un niveau 4, un niveau bac, par exemple. D'accord. Et on peut être éleveur, commencer la formation à partir de quelle classe? Le collège, Dès la 3e? troisième. Dès la 3e. Oui, dès la 3e. D'accord. Donc soit le jeune peut partir en bac pro, le bac Mhm. pro conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin, soit pour les jeunes, je vais dire les jeunes qui aiment moins l'école, faire un BEPA, un brevet professionnel agricole, option éleveur canin. Ce qui leur D'accord. permet ensuite de passer directement en première bac et donc faire sur 4 ans en fait, aboutir en 4 ans. Sur... Ah oui, donc c'est une formation solide, hein. Oui, Ah bien ouais, sûr, c'est une oui. vraie formation. Alors, Vanessa, toujours, là, il y a plein de questions. Alors, on va peut-être... Alors, il y a une question autour du brevet de maîtrise comportementale canin-félin. Quand il sera disponible, on abordera ça à la fin. On aborde à la fin. Voilà, à la Maintenant, c'est fin. important, oui. Voilà, il y a Charlotte qui nous pose une question autour du certificat ACACED. Alors là, pour moi, c'est un mystère. Alors, elle met, pourra-t-elle, avec cette formation, exercer en tant qu'éducatrice comportementaliste chat et chien?
Alors déjà, c'est quoi le certificat Alors, ACACED? déjà, ce n'est pas un certificat. Ah. La CACED, c'est le minimum qu'il faut avoir en termes de formation pour exercer l'un des métiers que l'on vient de citer, sauf les toiletteurs. D'accord. Les toiletteurs, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Mais la CACED, c'est le minimum. C'est l'acronyme de quoi? Alors la CACED, alors c'est l'aptitude, c'est moi qui demandais. Non, c'est actualisation des connaissances à CACED, animaux domestiques, animaux d'espèces domestiques. En fait, c'est un minimum requis. C'est le minimum, oui, tout à fait. C'est une formation de 2 jours. 3 jours si vous faites chien et chat. Donc, si j'ose dire, j'ai presque envie de lui répondre, malheureusement, oui. Parce que nous, ce qu'on vise, c'est pas que les gens, surtout que ce soit des jeunes ou des personnes en reconversion, professionnelles d'ailleurs, ce qu'on vise, c'est pas que les gens qui exercent aient la CACED, c'est que les gens qui exercent aient des certifications qui sont diplômantes ou en tout cas, à minima, reconnues par la branche professionnelle, effectivement. Mais elle pourrait, ça serait dramatique. Parce qu'en termes de formation, la CACED aborde 8 domaines de connaissances, tout confondu. Donc les logements, l'alimentation, la reproduction. Ah oui, c'est beaucoup en 2 jours. Ah oui, en 2 jours, c'est juste pas possible. Quand vous voyez les jeunes, express, bien sûr, quand les jeunes en bac pro, ils font 3 ans de formation. Mais vous avez une formation adulte selon l'âge de la personne. Il y a également le BPREA, le brevet professionnel d'exploitant agricole avec l'option canin félin. D'accord. Et on n'a pas abordé l'élevage félin. Est-ce que, autant on peut dire que l'élevage canin, comme il y a quand même, on va dire, des débouchés importants, est-ce que l'élevage félin, aujourd'hui, on peut être professionnel et en vivre? Enfin, professionnel, on est d'accord. Mais voilà. Moi, personnellement, je connais essentiellement des gens qui font ça en complément de revenus. Ce qu'on appelle en activité secondaire. Voilà, en activité secondaire. Est-ce qu'il y en a qui peuvent faire ça en revenu principal? Il y en a? Alors, il y en a, oui, il y en a. Dans notre conseil d'administration, je pense à quelqu'un qui doit m'écouter d'ailleurs, et qui justement vit de cela en chat, bien sûr. Mais c'est vrai que l'élevage félin a démarré un peu plus tard par rapport à l'élevage canin. Et donc, il suit la progression de l'élevage canin? Oui, il suit bien la progression. Ok, donc... alors, il y a une question de Charlotte Septi qui compte passer justement le fameux ACACED. Ah ben non, mais c'est ça en fait. Est-ce qu'elle pourrait exercer en tant que comportementaliste chien-chat? Mais c'est pas suffisant. Éducateur comportementaliste, en plus, c'est quand même... on en parlera tout à l'heure. On avait prévu d'en parler après, mais c'est quand même encore... C'est pas suffisant. C'est un minimum requis, mais il faudra quand même aller plus loin. Oui, il faut vraiment aller... Je ne sais pas quel âge a Charlotte, mais il y a peut-être d'autres... formation plus complète. Alors c'est pareil, ça regroupe un peu la même question. C'est une question de l'Elex Momo, donc je ne sais pas si c'est Insta ou si c'est Facebook. De toute manière, on répond à tout le monde, évidemment. Alors justement, quelles études permettent de devenir éducateur? On va partir sur canin. Donc on a compris, la CACED, c'est le minimum requis. Oui. Mais après, c'est quoi la formation alors? Eh bien, il existe un brevet professionnel option éducateur canin, un quoi? BP. Alors, généralement... On peut démarrer donc, en rejoignant un bac pro? Oui. Alors, généralement, ce BP éducateur canin, ce sont des jeunes adultes qui démarrent. Non, des jeunes adultes. Parfois des jeunes qui ont fait un bac pro conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin qui partent ensuite en BP éducateur canin, mais aussi souvent des adultes en reconversion, donc des formations de 9 mois du coup. Parce que le BP éducateur canin, vous pouvez le faire en 2 ans par la voie d'apprentissage, et sinon en formation adulte en 9 mois. D'accord. Et justement, cette formation, en fait, ça ne peut pas se faire sans chien. Une formation d'éducateur canin. Ils vont dans les entreprises, ils doivent être accueillis dans les entreprises. Non, alors c'est ça en alternance. La formation adulte, oui, il faut qu'ils aient ils ont en général un chien, de toute façon au moins un chien. Mais en tout cas, c'est une formation qui se fait par la voie de l'alternance. Donc à partir de là, ils vont dans les entreprises. Ils sont au contact d'un professionnel, d'accord, on ne les lâche pas. Alors, toujours Vanessa, qui décidément veut travailler avec les chiens, et donc elle aborde les formations pour porter secours à son animal. Sont-elles obligatoires pour ce type de métier? Donc je suppose que c'est pour les métiers d'éducateur. Non, ça fait partie des formations. Ça fait partie de la formation, ce qu'on appelle la formation continue. On continue à se former tout au long de notre vie. Enfin, normalement, on est censé se former tout au long de notre vie. Voilà, exactement. On fait un exactement, c'est ça l'idée. Donc voilà, non, c'est pas une formation dite de base. Voilà, donc alors là, il y a des choses que je lis, je ne comprends même pas, mais bon, je pense que vous allez Je vais essayer de traduire. C'est une question de Marie Bly.
Oui. ou blé. Alors, elle dit les diplômes bénévoles, type. Alors, je pense que c'est qu'un diplôme bénévole. Diplôme bénévole, je ne Type- connais pas, mais on va Type comprendre ce que veut dire. MEC1, École du Chiot, MEC2, Rien à voir. sont-ils reconnus? Non, C'est pas quoi du tout. ça? Alors, ce ne sont pas des diplômes. Il faut faire très attention au vocabulaire qui est utilisé. Voilà, donc Ce Marie, ne sont pas ce sont pas des ce sont diplômes. pas des diplômes. Mais ce sont des formations qui, si je ne me trompe pas, sont celles d'un organisme, d'une association, on va le dire comme ça. Je suis en train de chercher, voilà, mais qui ne sont pas du tout reconnus par la profession. D'accord. C'est reconnu en interne, c'est-à-dire interne. que eux, ça fait partie de leur certification. En fait, Mais ce ne sont oui, pas dans des la profession, certifications c'est un reconnues. peu comme dans toutes les professions. Il y a des diplômes qui sont entre guillemets reconnus par l'État. Donc, Alors, le terme diplôme, oui, c'est uniquement quand pour c'est les diplômes reconnus l'État. par l'État. Et reconnus, ça va même plus loin que ça. Reconnus par l'État, ce sont les bacs pro, ce sont les bacs généraux, bien sûr, les CAP, les BEP, enfin tout ce qu'on connaît. Voilà. Et ensuite, vous avez des certifications professionnelles, comme on va peut-être en parler tout à l'heure pour les toiletteurs ou même le brevet de maîtrise, le certificat technique des métiers, le CTM, le BTM, le brevet technique des métiers, le BM, le brevet de maîtrise, qui est encore au-dessus pour les éducateurs comportementalistes. Et là, ce sont des titres, des certifications professionnelles de la Chambre des métiers, de CMA France. Donc, quand c'est de la Chambre des métiers, c'est reconnu par l'État. C'est inscrit au RNCP. Il faut faire attention au vocabulaire, il faut bien dire. Il y a plusieurs choses. Il y a reconnu par l'État, il y a inscrit au RNCP, c'est-à-dire le répertoire national des certifications professionnelles. Mais ça ne suffit pas encore. Il faut que ce soit encore reconnu par la branche. Parce que n'importe quel organisme, dès lors qu'il rentre dans le moule, si j'ose dire, peut faire inscrire une certification au répertoire national. C'est assez logique, il faut être reconnu par ses pairs, en fait. Bah, en gros, voilà, c'est ça. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc quand elle nous dit ça, je ne dis pas que ça vaut rien. Je dis juste que ce n'est pas reconnu. Demain, elle se présente pour un emploi, par exemple. Ça n'apporte rien. D'accord. Mais si elle a déjà ça, c'est bien. Ça veut dire qu'elle est intéressée. Donc autant qu'elle se professionnalise Qu'elle maintenant. se professionnalise. Voilà. Donc c'est un peu comme la cassette, c'est toujours des choses qu'on empile. Ah oui, il faut monter. Voilà, il faut monter. vraiment voilà. monter. Donc il faut avoir un petit peu d'ambition et puis on peut faire ça en fait régulièrement, se former tout en travaillant en fait. Voilà, donc, mais de toute façon, la loi sur choisir son avenir professionnel a modifié ça il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe qu'on peut se former et voire on doit se former tout au long de sa vie. Et donc aujourd'hui, vous avez même des adultes qui ne sont pas obligés de tout abandonner du jour au lendemain pour passer un diplôme et une certification reconnue, mais peut le faire par, comment je vais utiliser le mot, module. Je pense que module, c'est un vocabulaire assez simple, par module. Et donc, au bout d'un moment, en additionnant les modules, on a le diplôme. Exactement, ok. Alors, avant de reprendre les questions de nos amis de l'autre côté de l'écran. Je voulais savoir, est-ce que la crise sanitaire du Covid a changé les choses par rapport aux professions de l'élevage et du service? Est-ce que d'abord ça a impacté les filières, enfin la filière, par exemple je pense les chiens, on dit que ça c'est plutôt bien ça c'est alors les toiletteurs, il y a quand même des entreprises qui ont dû fermer. On a dû fermer tout à l'heure, on était en fermeture administrative effectivement, donc effectivement c'est compliqué. Le premier confinement, ça a été encore plus compliqué puisqu'on l'a appris en 48 heures. Donc là, il a fallu, pour s'organiser, c'est difficile. Le deuxième confinement, les gens ont pu s'organiser. Mais effectivement, on était sur des métiers qui étaient fermés, que ce soit l'éducation canine, que ce soit le toilettage. Et par contre, l'élevage. Alors, ça s'est bien porté. Moi, en tout cas, la SCC, qui est la Société Centrale Canine, m'a dit que tous les chiots avaient été vendus. Parce que c'est la publication que nous, on a faite en tant qu'organisation professionnelle. Voilà. Mais pour une chose, on est contre cela depuis des années, et pour une fois, ça nous a servi. C'est-à-dire que le chien et le chat, c'est un bien meuble en droit français. On fait partie des gens qui disent c'est pas un bien comme les autres, c'est pas une table, c'est pas une chaise. Sauf que, effectivement, dans le cadre de cette crise sanitaire, tout ce qui était bien meuble pouvait être livré. Donc du coup, les éleveurs ont livré. Alors pas tous, il y a des éleveurs qui ne pouvaient pas quitter leur structure ou qui n'avaient personne, mais les éleveurs ont pu du coup ont pu se déplacer et livrer les adoptants, les acheteurs, et livrer les chiots qui avaient été réservés. Tout à fait. Voilà. Ah oui, uniquement des chiots réservés. Ah oui, on n'avait pas le droit de... Non, attention, c'était bien. Donc effectivement, aujourd'hui, les photos, les visios, les films, il y a plein d'éleveurs qui ont filmé les chiots pour montrer aux gens. Enfin, il y a eu le même phénomène dans les refuges. C'est-à-dire dans les refuges, vous deviez
adopté virtuellement. Tout ça veut à fait. et Ils donc, filmaient, on pouvait, eux aussi. voilà, on pouvait vous le présenter via Facebook, vous faire rencontrer une première fois l'animal Oui. et puis ensuite. Et on a eu quand même une crainte, hein. On avait peur que les gens utilisent en fait le fait d'avoir un animal pour pouvoir aller se promener 1 heure. Oui. Ça, c'était quand même l'inquiétude, hein, c'est Mhm. normal. Et puis en fait, avec le recul, on se rend Non, compte que non, ouais, non, c'est les gens raisonnable. étaient vraiment très très raisonnables. Mais par contre, du coup, les frontières étaient fermées. Oui. Les animaleries dans le premier confinement étaient Étaient fermées. fermées. Et puis les particuliers, depuis pratiquement 1 an, ne reproduisent, Font pas reproduire. reproduisent beaucoup moins. Font reproduire, pas reproduisent. Donc, Ils du font coup, reproduire effectivement, beaucoup. ça a Donc du coup, déporté les toute gens la demande chez les sont allés chez les professionnels. professionnels. Voilà. Et beaucoup d'éleveurs aujourd'hui disent qu'ils ont même des listes d'attente. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous dites aux gens, mais non, mais moi, j'ai pas de chiot avant 6 mois, par exemple, Mhm. on a des éleveurs qui nous disent, mais les gens, ils attendent quand même. C'est-à-dire Oui. que les éleveurs n'ont pas augmenté la production, et ça c'est très bien, Ouais. parce que du coup on avait un risque de surproduction, et ça c'est pas bon. Mais par contre, les gens, Ce sont eux, les on leur a dit, acquéreurs vous qui voulez ont- vraiment un chien ou un Qui chat? veulent bien Eh bien, vous patienter. attendez. Et les Mm. gens ont pris le. Et ça marche. Tout à fait. Bon, bah, c'est plutôt Il y a un retour rassurant. aux sources, je pense. C'était plutôt un retour. On Bah, est les peut-être gens, retourné ils ont- à l'essentiel. Voilà, peut-être. puis les gens sont en télétravail plus, la cellule familiale s'est un petit peu Tout à fait. recédée, Tout à fait. resserrée, donc du coup l'animal ça a Alors, toute sa place. effectivement, bon, en tous les cas, il a fallu s'adapter quand même, mais en éducation canine, ce qui est un peu délicat, on avait souvent des questions d'éducateurs qui disaient, mais moi je suis dans une famille où il y a un souci avec l'animal, est-ce que je peux intervenir? Moi je reconnais qu'en tant qu'OP, j'ai dit oui. Mhm. J'ai dit oui, on ne peut pas laisser la famille en détresse, l'animal, c'est pas possible ça. Donc, moi j'ai eu répondu, ben, s'il y a un souci, vous renvoyez vers nous et puis on assumera. Mais effectivement, même les chiots, ça manquait un petit peu pendant la période de confinement. Ça manquait d'éducation canine. On voit bien le retour à l'éducation canine là. Les gens reviennent, mais bon voilà. Alors, je vais poser. Alors, j'ai plusieurs questions. Alors, il y en a auxquelles on a déjà répondu, notamment toujours autour de la cassette. Alors, j'ai une question aussi autour de la cassette. Alors là, moi, je n'y connais rien. Donc, c'est Elia Odyssée qui dit « Pourquoi les promeneurs de chiens n'ont pas besoin de la cassette, mais les dog-sitters, oui. N'est-ce pas de la concurrence déloyale ?» Enfin, pour moi, promeneur de chiens et dog-sitter, c'est pas la même chose. Alors, Mais c'est bon. pas la même chose, mais de toute façon, les promeneurs de chiens doivent avoir la cassette. Ben voilà. Donc, ça du répond. coup, la réponse que j'apporte, c'est que s'il y a un promeneur de chiens qui n'a pas la cassette, c'est que ça va pas. c'est que ça va pas. C'est pas de la concurrence déloyale, C'est pas ce qu'il faut. c'est de la concurrence déloyale, mais parce que quelque chose n'est pas fait comme Parce il faut. qu'il n'a pas suivi les Tout à règles. fait, Hein, ouais, voilà. ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre alors, on va pas parler de dominance chez le chien, parce que là, on est vraiment sur, sur des métiers, on n'est pas sur on va du pas chien. être d'accord sinon. Oui, puis on n'est pas sur on n'est pas sur le comportement du chien. Là, aujourd'hui, on va parler des métiers, des formations, des filières. Non, mais si je peux me permettre, Oui. je pense à un éleveur qui nous a fait une remarque il y a 2 jours. Qui a mis sur Facebook d'ailleurs un appel d'un client qui disait je veux un chien mais qui soit un oméga parce que j'ai déjà un alpha chez moi. Enfin, la chose à faire bondir les éleveurs, les éducateurs canins. J'ai dit c'est pas possible qu'on parle encore comme ça aujourd'hui quoi. Ouais. Faut, voilà, donc chien dominant, s'il vous plaît, arrêtez chien, avec ça. Voilà, ça fait longtemps que ça a été prouvé que ça n'existait pas. Alors, une autre question de Karine Chambon. Enfin, déjà, je vous félicite parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Donc, Karine qui veut savoir, peut-on faire auxiliaire vétérinaire et éducatrice canin félin? Est-ce intéressant professionnellement? En gros, l'idée, ça Elle veut faire les deux. On aurait 2 métiers pour pouvoir avoir un salaire. C'est possible. Je pense que c'est quelqu'un qui est ASV, donc là, c'est pas notre partie, c'est la partie vétérinaire. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière avec Thierry Bélissa. Mais ça n'empêche pas, effectivement, d'avoir en activité secondaire d'être éducateur canin. Voilà, en fait, il n'y a pas d'interdiction d'avoir 2 métiers dans la vie. Et donc de faire le matin ou une partie de la semaine un métier, une autre partie de la semaine un autre métier. Surtout si cette personne est, si elle est ASV, c'est qu'elle est salariée. Ouais. Alors qu'éducateur canin, elle va le faire à son compte, en tant qu'indépendante. Éducateur canin, c'est pareil. On chambre des métiers, artisanat, attention. C'est artisanat. Et on peut être à son compte et on peut être aussi salarié. Oui, mais salarié d'une entreprise. D'une entreprise. En éducation canine, on a souvent ça dans l'élevage ou la pension. Qui embauche des éducateurs. Et alors justement, c'est une question de Marmitrux Henrion qui dit que est-ce que le métier d'éducateur canin est un métier d'avenir? Déjà, il a explosé.
Bah, alors, En 20 ans. me dire ça à moi qui ai fait partie de ceux qui l'ont mis sur le haut du panier il y a plus de 20 ans, vous savez, enfin il y a presque 20 ans maintenant, on est qu'en 2021, donc ça fait 18 ans. Moi je me souviens quand je l'ai présenté la première fois, d'ailleurs vous avez reçu Thierry Bedossa la semaine dernière, Oui. à l'époque il était président de la SFC et il m'a demandé d'intervenir sur ce sujet, moi je me souviens de ça à l'époque. Eh bien, je peux vous dire qu'il y avait des sceptiques dans la salle hein, qui disaient mais attendez, vous êtes en train de mettre en place un diplôme, il n'y a pas assez de boulot pour nous. Je dis non, mais justement, il faut une profession, il faut l'encadrer par des certifications et ensuite cette profession explosera, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est un métier d'avenir, on peut rassurer Marmite Ruc sans Oui, mais il faut se former. Mais il faut se former. C'est hyper important. De toute manière, ce métier-là, c'est bon, il y a on va dire la formation de base, puis après c'est bouche à oreille, ça fonctionne beaucoup sur la réputation. Sur la réputation, et puis il faut se former tout le temps. Voilà. Bien sûr. Tout ce qui touche au scientifique, la connaissance scientifique du comportement animal, c'est quelque chose qui est là aussi en plein développement. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui concernaient les chiens et encore moins les chats. Donc il faut vraiment s'appuyer sur les compétences d'éducateurs professionnels qui ont cette connaissance-là. C'est très très important. Parce que dire qu'un dominant, ça n'existe pas, c'est pour le propriétaire lambda, ça ne veut pas dire grand-chose. En plus, il ne doit pas comprendre parce que ça fait des années qu'on lui dit que son chien, c'est peut-être un dominant. Donc, il faut vraiment avoir des gens qui ont... En fait, il est juste mal élevé. Ça peut être ça. Mais ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Mais il faut vraiment les diriger vers des professionnels. D'accord. Et donc, on va... Alors, ce sera la dernière question sur les éducateurs canins, parce qu'après, on va passer aux toiletteurs. Quand même, ça serait bien. Les éducateurs canins. Oui, c'est un métier qui intéresse beaucoup. Quel est le salaire pour un éducateur canin au début? Voilà. Donc ça, tout ça, c'est toujours dans le 30 millions d'amis. Alors, comme le BP, effectivement, comme le BP éducateur canin, c'est un niveau bac, c'est un niveau 4, donc, on est sur du 1713 € par mois. Voilà, pour démarrer. Voilà. Et le brevet de maîtrise, il sera au-dessus, mais ça, on en parlera l'année prochaine avec toujours la même revue. Voilà. Alors, on va parler justement des toiletteurs avant de parler, justement, pour éclairer un peu sur... Maintenant, voilà. Donc, ça serait plus cool. Oui, peut-être. Alors, à ce moment-là... Le brevet de maîtrise éducateur comportementaliste. Voilà. Donc, c'est quoi ce brevet de maîtrise éducateur comportementaliste? Canin félin. Canin félin, voilà. Facile. Donc on l'a annoncé dans le magazine en disant qu'il serait, on va dire, mis en place dans l'année 2021. Voilà. Alors ça consiste en quoi et pourquoi c'est faire? Donc là c'est pareil, on est sur un niveau bac plus 2. Ce sera plus simple de parler comme ça aux gens si je commence à leur dire que c'est un niveau 5. Ils vont pas, c'est difficile à suivre. Et effectivement, il y avait ce besoin d'aller plus loin parce que il y avait d'abord un besoin de clarification aussi. Hein. C'est-à-dire qu'entre ceux qui mettent, moi je me souviens d'une députée un jour qui m'a dit, Madame Leray, il suffit de mettre une pancarte marquée comportementaliste et ça y est, je suis comportementaliste. Donc effectivement, c'était quand même un souci. On ne sait pas trop voilà, où était la limite des uns et des autres. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans le brevet de maîtrise éducateur comportementaliste, on sait où est la limite entre ce que les éducateurs comportementalistes vont pouvoir faire et la limite avec la profession vétérinaire. Et hors de question. C'était important de clarifier. C'était très important de clarifier tout ça. Et il y a des éducateurs comportementalistes qui ont de vraies compétences sur des problématiques particulières dans le cadre de la cellule de la vie de famille ou dans l'exercice d'une profession, ou quand vous êtes avec des familles qui ont des personnes avec handicap, où là, il faut aller peut-être un peu plus loin dans la façon de travailler avec la famille. En fait, ils seront capables d'analyser le problème de comportement de votre chien par rapport à la famille. C'est ça qui est important aussi, c'est ça qui est important, bien sûr. Et donc ça sera, on va dire, ça sera fait quand alors? Alors on est en la branche professionnelle a reconnu la formation, donc déjà ça c'est une première étape faite, terminée. On a déjà eu une première session ce qu'on appelle en expérimentation, on appelle ça. C'est-à-dire pendant 2 ans vont venir plutôt des gens qui sont déjà du métier et qui vont venir valider ou pas leurs connaissances et leurs compétences. D'accord, donc en fait ils viennent valider mais il n'y a pas une formation autour. Pour le moment, les écoles sont en train de se l'approprier, les centres de formation sont en train de se les approprier et puis ensuite c'est une formation qui pourra se dispenser par l'apprentissage. Ça comportera quoi? En fait il faut avoir bac plus 2, donc ça durera sur un an. Ça donnera un bac plus 2. Ah oui, c'est sur 2 ans. Non, c'est vrai qu'on dit toujours bac plus 2, mais c'est l'ancien niveau 3
qui est maintenant le niveau 5. D'accord. Il y a eu l'inversion des... Donc ce serait une formation sur un an. Sur un an, d'accord. Et c'est pareil, pour l'instant, vous n'avez pas le détail des matières ou Non, des si on l'a, mais compétences là, qui je seront vais validées. Mais là, voilà. oui. Donc bon, de toute manière, on vous tiendra On en informé. reparlera de ça, On en oui, parce que reparlera, c'est important. voilà. Donc ce qu'on disait justement, peut-être qu'en juin, on refera Ça serait bien de refaire Facebook quelque Live chose. en juin. Vous serez, pour les plus jeunes d'entre vous, à la fin de votre année scolaire. Donc on pense surtout au troisième. Mais aussi à ceux qui sont en première ou en terminale. Donc à ce moment-là, si vous nous en faites la demande, mais probablement qu'on organisera un Facebook Live, un Insta Live d'orientation, voilà, qui vous permettra d'y voir plus clair et de faire vos choix d'orientation. Alors maintenant, on va parler pour finir des toiletteurs. On a 10 minutes, hein, parce qu'on aura fait 45 minutes. Ah, quand même. Voilà, ça va vite. Et donc, le métier de toiletteur. Alors, est-ce que c'est un métier qui est récent d'abord? Non. C'est pas récent. Non, quand même pas. Voilà. Alors, il y a une chose qui est horrible, mais on va le dire, mais ça évitera de le dire, c'est que les toiletteurs ont souvent été appelés les coiffeurs pour chiens. Oui. Bon, voilà. Genre caniche à sa mémère. Voilà, genre caniche à sa mémère. Une fois qu'on a dit ça, bon, voilà, maintenant on l'a dit, donc on n'en parle plus. Comme ça, il n'y a pas de sujet. C'est une profession qui est... Aujourd'hui, je trouve qu'on est arrivé vraiment dans cette profession à une complétude. C'est-à-dire qu'on a mis en place un CTM, certificat technique des métiers, toiletteur canin et félin, parce que justement l'arrivée du chat dans tous les métiers faisait qu'il fallait... Là aussi, hein, au début, on nous a dit, certains nous ont dit, mais ça ne sert à rien, le chat. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est important, qu'il y a eu un choix qui a été fait par la profession et qui se justifie aujourd'hui. Là, on est sur le toilettage, je dirais, assez courant. On a mis en place un brevet technique des métiers, donc un niveau au-dessus. Donc là, ça veut dire qu'en 3 ans, on a un niveau bac. D'accord ? Donc là, pour tout ce qui est chien d'expo, par exemple aussi, tout ce qui est compétition, mais savoir toiletter non plus en fonction des lignes morphologiques de l'animal, mais au-delà de ça, dans le cadre d'une compétition, savoir mettre en valeur les qualités ou camoufler les défauts. Là, c'est presque de l'art. Hein. Ah, mais c'est de l'art. Ouais, le toilettage, c'est de l'art. Hein, c'est de l'art. Et puis, il nous manquait quand même encore un palier, surtout pour développer de l'emploi dans la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les toiletteurs, bon, il y en a qui ont des salariés, bien évidemment, des apprentis. On a à peu près, cette année, on a signé à peu près 150 contrats d'apprentissage. Ah oui. Ah oui, on a monté en peu de temps, là, en très peu de temps, on a beaucoup. C'est très intéressant et très important. Et souvent, les toiletteurs me disaient, mais t'es bien gentil à vouloir comprendre des apprentis, mais on n'a pas de quoi embaucher quelqu'un. J'ai dit, il faut trouver pourquoi vous n'avez pas de quoi. Et en fait, en creusant un peu, alors je vais revenir du coup au coiffeur, en creusant un peu, je me suis dit, c'est vrai que dans certains métiers, il y a des gens qui préparent pour les autres derrière. Et donc, on a mis en place... Il y a celui qui vous lave les cheveux. Voilà, il y a celui qui vous lave les cheveux, et puis après, le coiffeur, il arrive. Voilà. C'est pas le même. Et c'est pas le même. Et donc, on s'est dit, c'est là peut-être qu'il manque quelque chose, une étape. Donc, en amont, pour les jeunes qui sortent de 3e, qui n'auraient pas forcément tout de suite le niveau pour intégrer un niveau CTM, par exemple, partir sur un CQP. Un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle, assistant toiletteur. D'accord. De manière à ce que le toiletteur, lui, après, n'ait plus qu'à finaliser, entre guillemets, le travail. Donc, à partir de la 3e, on peut être assistant toiletteur. On peut aussi être assistant toiletteur. Voilà. Et on l'a vu pendant la période Covid, par exemple, quand il a fallu, quand on a fait nos réunions avec nos professionnels, notre commission toilettage, j'ai dit quel est le besoin immédiat. Et là, tout de suite, ils m'ont dit si notre CQP il était en place, qu'est-ce qu'on aurait gagné du temps? Parce que toutes ces personnes qui n'ont pas pu amener leur chien ou leur chat chez le toiletteur pendant la période Covid, c'est tout juste si les toiletteurs ne se faisaient pas disputer, je vais dire ça comme ça, au téléphone parce qu'ils n'avaient pas à la première heure un rendez-vous. Quoi. Ce qui était impossible, techniquement parlant, hein, on est bien d'accord. Même si on a augmenté l'amplitude horaire, il y a un moment, on ne peut pas prendre plus que ça. Et effectivement, si à ce moment-là, certains toiletteurs avaient eu des assistants toiletteurs, ils auraient pu répondre plus vite à la demande. Voilà, que à la coupe. Et quand on est toiletteur, en fait, on est aussi commerçant. C'est un peu comme le coiffeur, vous vendez des shampoings. Moi, j'ai déjà vu chez les toiletteurs, on vend des accessoires. Des shampoings, des accessoires, voilà, donc bien sûr. on peut quand même avoir une vraie activité commerciale, économique. Aussi, à côté, bien entendu. Voilà, il faut la être plupart des commerçant. toiletteurs, oui, bien sûr. Voilà, il faut être commerçant. Alors là, on a une question. Comment sont fixés les tarifs de toilettage? La France est un pays libre. Voilà, donc comme tous les tarifs. Il n'y a pas une base, par exemple, les coiffeurs, on sait que pour une couleur, la moyenne, c'est en fonction de la région. C'est libre. En tout cas, les tarifs sont libres.
Si on En prend fonction la des taille du régions, chien. effectivement, ça peut jouer. Mais moi, j'ai des collègues toiletteurs qui sont dans des régions où il y a moins de monde que d'autres Mhm. et qui ont des tarifs parce qu'ils sont capables de fournir un travail. Bah, je plus que pense correct, aussi c'est quoi. aussi votre réputation, votre, Bien sûr, mais bien sûr. enfin, voilà, votre expérience, et puis peut-être aussi en fonction de la taille du chien. Donc quand c'est un petit chien, c'est peut-être moins. Non. Ça On dépend passe aussi moins de si temps. c'est juste épiler le chien. Enfin, je sais pas, moi je C'est connais encore pas autre grand- chose, ça. C'est encore Voilà, autre mais chose. c'est aussi le toiletteur qui fait ça. Bien sûr, c'est toiletteur. Voilà, Oui, bien c'est sûr. pas. Et puis attention, parce que là aussi, il y a des surprises parfois entre le toiletteur qui va prendre une tondeuse et qui va. Voilà. Et puis celui qui va prendre le temps d'épiler sur certaines Ah races, oui. c'est autre chose. Donc bah, c'est quand même c'est un rapport de clientèle, c'est au client aussi de. Bah, c'est au client, mais on part quand même du principe que le client, il ne sait pas forcément et que c'est au toiletteur à dire, vous savez que je peux vous proposer telle ou telle prestation. Alors justement, par rapport au contrôle, ça me fait penser à une question que j'ai vue au tout début. Le rôle du syndicat, est-ce que c'est de contrôler De contrôler. de contrôler, voilà. Est-ce que votre rôle c'est de contrôler par exemple les diplômes des éleveurs, des toiletteurs? Ah non, pas contrôler, Ouais, pas vous dans n'êtes ce pas un sens-là. organisme de contrôle. Non, non, surtout Vous pas. êtes en fait un On est, organisme. on est là pour promouvoir un métier. Donc on est là, Voilà. effectivement, quand on se rend syndicat, compte. c'est pas un organisme. Non, non. de Et quand on se contrôle. rend compte qu'il y a un souci ou un besoin, il faut qu'on anticipe. C'est pour ça que je le dis souvent. On en a parlé de l'éducation canine tout à l'heure. Là, on vient d'en parler de toilettage. Il faut avoir l'idée de se dire qu'est-ce que je veux pour la profession dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Pas En fait, aujourd'hui, vous parce qu'aujourd'hui, organisez la c'est- profession, mais Mais vous bien ne sûr, mais bien contrôlez sûr. pas les professionnels. C'est pas Par votre contre, ce qui arrive, c'est qu'on ait des clients qui contactent le syndicat en Vous disant signalez. j'ai eu affaire à tel professionnel, il se passe Et dans ça. ces cas-là, vous faites quoi alors? On a un médiateur. On a un D'accord. médiateur qui est adossé à notre organisation professionnelle et donc on lui renvoie le bébé. Mais effectivement, ça nous arrive d'avoir des gens qui nous disent voilà, je suis allé chez un toiletteur, regardez mon chien avant, regardez mon chien maintenant. Moi, il n'y a pas longtemps, on a vu une personne qui avait un chien qui se faisait épiler et qui nous en. Alors, je vais pas en dire plus parce que voilà, mais le chien allait avant chez une toiletteuse qui épilait, qui faisait. Et puis elle a changé de région, elle a donné son chien en pensant Il a que l'autre- rasé. Et C'est c'était un un peu chien. comme notre coiffeur, Là, ça a des fois, on fait- dit en sortant, bon, il m'a un peu raté quoi. Là, c'est plus que raté quand Donc, même, on parce y- que là, on y c'est un, retourne pas. c'est un peu dramatique. Ouais. Mais Bah voilà, on y retourne Voilà. pas, c'est un peu. on en sourit, mais la personne ne souriait pas. Quoi. Voilà. Donc bah, je pense qu'on n'a pas d'autres questions, donc sauf si Je pense il y qu'on a a une bien fait le ultime, tour. mais je pense qu'on a, voilà, on a bien fait le tour avec C'est tout Anne-Marie. métier, oui. Donc de toute La manière. pension, on n'a pas parlé de la pension. Ah oui, on n'a pas parlé de la pension. La pension Vous qui est avez une... encore 3 minutes, on va parler J'ai de la 3 pension. minutes, alors je vais faire très vite, Ouais. d'autant que c'est un métier qui souffre pas mal Avec le pour le Covid. coup du Covid, Mhm. puisque la pension, les gens ne partent pas en vacances, ils ne mettent pas leurs animaux Voilà, en pension. on les Donc confie pas. on s'est beaucoup bagarré pour qu'ils soient sur la fameuse liste S1bis, la fameuse liste des aides du tourisme. Ah oui. Et oui, d'être considérés comme professionnels liés aux qui sont- des professionnels bien qui sûr. sont impactés Et alors? par rapport au tourisme. C'est très difficile, on a des collègues vraiment en difficulté. Mhm. On a des clients qui appellent encore en disant allez je pars, mais là vous voyez ça va se ralentir avec les annonces que nous aurons Bah, très dis donc, certainement on peut à aller 18 Dunkerque heures. le week-end, On hein. peut déjà plus aller à Dunkerque, on ne veut pas descendre en PACA non plus, donc ça va devenir Voilà. à nouveau compliqué. Ouais. Et la pension là aussi c'est un vrai métier, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas, aujourd'hui c'est terminé, qu'on ne se contente pas de mettre un chien dans un Ah box. bah oui. Alors là j'aimerais quand même donner, si vous me le permettez, Oui, non, mais de m'accorder 2 tout minutes est de permis. plus. Parce que souvent on lit, faut aller chez les gens, mettre votre chien en pension chez les gens parce que les pensions ils sont dans des box. C'est la loi qui nous oblige à ça. Faut pas Ouais. l'oublier déjà. Donc on a des obligations légales. Et n'oubliez pas que quand vous avez un professionnel de la pension, vous avez avant tout un professionnel. Mhm. Quand vous confiez votre chien, alors si c'est un dépannage chez le voisin, moi je veux bien. Mais si ce sont des gens qui font ça de façon régulière, Mhm. sans être des professionnels, n'oubliez pas que ces gens ne sont Quand pas c'est un assurés. commerce, hein. Ils ont pas, c'est Voilà. un véritable commerce Ouais. parallèle. Et là, effectivement, en situation déjà difficile que l'on a aujourd'hui, c'est pas l'idéal. Et surtout- Faites travailler les gens dont c'est le métier, quoi. Surtout, il faut rappeler quand même que quand on fait appel à des gens qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas reconnus, le jour où il y a un problème, parce que malheureusement ça arrive, Oui. le jour où il y a un problème, on n'a aucun moyen de recours. On parlait tout à l'heure des clients, on a régulièrement des gens qui nous Voilà, appellent aussi hein, donc pour ça. il faut faire quand Et même là, on leur appel dit à qu'est-ce que vous voulez des... qu'on fasse. On n'est pas fait affaire à un professionnel. Voilà. Là, pour le coup, personne ne peut vous aider. Donc, s'il y a eu un problème de santé avec votre animal, s'il y a eu un accident avec votre animal,
il n'y a aucun recours, on va dire, légal pour dénoncer une personne. Donc c'est pour ça que c'est important de faire appel à un professionnel. Et je dirais que les Ils gens... ont l'information, ils ont Exactement. les assurances, ça n'empêche pas parfois un accident, mais au moins il y a un encadrement qui vous Tout à permet fait. de... Et je dirais aux gens qui nous écoutent, que vous soyez des futurs professionnels ou des gens qui utilisez nos services, pensez aux professionnels dans une période comme on est en plus aujourd'hui, où on a des entreprises en difficulté, quoi. Et vous verrez que vous serez gagnant Voilà. à faire appel à des professionnels. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je remercie déjà Anne-Marie Leroueil, donc présidente du syndicat national des professions du chat, Du chien et du chat. Je remercie tous ceux qui nous ont consacré ces 3 quarts d'heure pour apprendre plein de choses. Je vous rappelle que vous avez toutes les informations sur le magazine 30 millions d'amis qui est actuellement en kiosque. C'est un numéro spécial métier autour de l'animal. Ce magazine, il est disponible aussi sur Internet en version digitale. Et il faut savoir que la version digitale, elle est augmentée d'une 40aine de pages où vous avez tous les établissements qui proposent les formations des 50 métiers qui sont signalés dans ce numéro. Si vous ne le trouvez pas en kiosque, il faut le commander sur animaux-online.com, c'est le site de la rédaction. Donc vous le commandez, on vous l'enverra. C'est un des numéros les plus forts de l'année, donc on en a plein à vous envoyer. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à continuer à poser des questions sur Facebook ou sur Instagram. On vous répondra, on enverra éventuellement, si on ne sait pas répondre, les questions à Anne-Marie. Et on vous donnera les coordonnées du SNPCC, je vais avoir du mal. Et puis nous, on vous donne rendez-vous lundi prochain, donc le lundi 1er mars à 15h, parce que là, on abordera la filière du cheval. Donc c'est aussi beaucoup de métiers passion, qui font rêver beaucoup de jeunes et moins jeunes. Et on va parler des métiers du cheval avec Tiffaine Drouot d'Equiresources. Equiresources, c'est un organisme qui s'occupe de l'emploi dans ce secteur particulier. Voilà, merci à tous. Je vous dis bye bye. Merci. À lundi. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup. Et on va couper. Ah bien.